Déjà, merci Monsieur le Président, c'est important tout ça. Monsieur le Directeur, merci de nous accueillir dans votre super lieu. C'est que votre adjoint, je vais le louer. Par là. Le lieutenant-colonel, Monsieur Leguet, pardon, vous n'avez pas c'est pas comme à Paris. Merci beaucoup parce que figurez-vous, il nous a vus à l'École nationale de la police lors de la journée de l'Observatoire égalité hommes-femmes. Il a vu le spectacle et il m'a tout de suite dit vous allez venir chez nous. Et je lui dis avec grand plaisir. Et la parole donnée, c'est hyper important pour moi. Parce que quelquefois, il peut nous arriver des gens qui s'engagent et qui. On avait dit le 11 mars, on est là. Emma aussi, qui nous a beaucoup aidé, merci beaucoup, c'est important. Jérôme, merci, parce que sans la technique, il n'y a rien. Je suis très pipelette, il y en a pour longtemps. Merci en tout cas. Donc je me présente, je suis Sonia Aya. J'ai écrit la pièce de théâtre, les mises en scène, la pièce de théâtre que vous venez de voir. Et depuis 23 ans, je suis fonctionnaire de police, je suis brigadier chef de police à Paris, à l'état-major de la DGPN. Et jeune policière, j'ai été marquée par une de mes interventions, à savoir une femme qui avait été poignardée par son mari. Elle est arrivée en premier sur les lieux avec mes collègues. Elle était allongée dans une cour, je lui ai donné la main. Elle s'est accrochée à mon regard et son regard m'a marqué à vie. Les secours ont mis 4-5 minutes à venir, c'était les 4-5 minutes les plus longues de ma vie. Et par défense, parce que j'étais jeune, j'ai fait le choix de ne pas prendre de nouvelles de son état de santé. Par contre, j'ai voulu comprendre comment on pouvait en arriver là. Alors, je me suis formée en tant que référent violence intrafamiliale. Ce sont les policiers ou gendarmes qui accueillent la parole de la victime et qui gèrent le placement en garde à vue des auteurs. Là, dans l'histoire de Rose, j'ai fait le choix de parler d'une femme, parce que 86% des victimes sont des femmes. Mais bien entendu que les forces de l'ordre, on s'occupe aussi des hommes victimes, bien entendu, on n'écarte pas. Et mon objectif, en fait, en tant qu'auteur, c'était de permettre au public d'avoir un regard plus juste vis-à-vis des victimes et de comprendre la complexité. Moi-même, à l'époque, en 2003, il faut savoir qu'une femme pouvait déposer plainte et retirer sa plainte. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Maintenant, on prend en compte toutes les sollicitations, mais à l'époque, c'était possible. Alors, quelquefois, on pouvait sentir vraiment le terme, je l'ai perdu, vraiment, j'ai perdu le mot, pardonnez-moi, ça reviendra, vraiment, bon, excusez-moi. Et du coup, donc, comme je vous expliquais, un outil pédagogique pour les professionnels, une grande fierté, 25 000 policiers ont vu la pièce de théâtre. On a aussi psychologues, pompiers, on a tous les professionnels qui luttent contre ce fléau, et aussi les lycéens. Il y a plus de 500 lycéens ont vu la pièce, c'est important, c'est un spectacle à partir de 16 ans, et ce sont surtout les adultes de demain. Et leurs représentations d'aujourd'hui peuvent être quelquefois inquiétantes. On intervient d'ailleurs en Outre-mer aussi, en Guyane, pas très simple, je pourrais vous en parler, mais c'est très difficile. Donc voilà, merci en tout cas pour votre attention, et puis je pense que j'ai des choses très bien, ça sent la personne du théâtre. Hein, aussi, hein. Oui, parce que là, j'avais des questions à vous poser, vous avez répondu à toutes les questions, vous êtes parfaite. Un mot, Madeleine. Bonjour à tous, et puis merci pour votre écoute, merci pour l'accueil également. Alors, comment en fait, c'est-à-dire que je me suis... D'abord, il y a une autre comédienne aussi qui joue cette pièce, donc, qui est comédienne et qui est aussi une amie à moi. Donc, premièrement, je suis allée la voir jouer, je me suis dit, oh là là, non, jamais je pourrais faire ça. Et puis en fait j'ai accepté le projet parce que je me suis dit il y a quand même un panel d'émotions assez incroyable. Je parle en tant que comédienne. Hein. Et du coup, comment ça s'est fait? Alors on a fait des semaines de résidence avec Sonia. Donc ça c'est pas mal les résidences. On va dans un lieu pendant une semaine, on est H24 ensemble et on travaille. Et c'est le seul moyen, enfin moi je trouve, enfin, pas le seul moyen, mais c'est un très bon moyen pour pouvoir vraiment s'imprégner du personnage et vivre avec le personnage et y penser la nuit comme le jour en mangeant, en allant prendre sa douche, tout le temps on pense au personnage. Voilà, Sonia elle m'a beaucoup aidée, on a beaucoup parlé aussi, beaucoup discuté parce que ça va aussi chercher des choses profondes en tant que comédienne, enfin en tant que personne aussi de la vie de tous les jours. J'ai regardé des documentaires, après j'ai pas été interviewée ou quoi des femmes victimes de violences, non, j'ai plutôt observé, regardé, beaucoup discuté avec Sonia, et puis après j'ai fait mon travail de comédienne et voilà, je sais pas, voilà.
Mais peut-être que le public tout à l'heure aura des questions pour vous, effectivement, plus spécifiquement au niveau du jeu, pourquoi pas. Mais en tout cas, merci de votre présence parmi nous. Vous pouvez intervenir, bien évidemment, à tout moment. Alors, joli tour de table. On va démarrer avec la police nationale et le capitaine Johan Droguet. Bonjour, capitaine. Merci de votre présence. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce qu'on a notre... Normalement, est-ce qu'ils sont allumés déjà, avant tout? Oui. Ah, tout va bien. Bonjour, bienvenue, capitaine. Vous faites partie donc de la brigade d'atteinte aux personnes. Deux volets dans cette brigade, les familles, mais aussi les personnes en l'occurrence. Comment est née cette brigade et quel est votre quotidien et en quoi consiste cette brigade avant tout? Très bien. D'accord, donc je vais essayer de présenter cette brigade. Moi, je suis dans la police depuis des années, depuis 2003. Par contre, je n'ai pas eu énormément de recul sur la brigade d'atteinte aux personnes. J'ai commencé en fait en tant que chef de groupe en début d'année 2025. Donc pour expliquer un peu comment on est situé dans le commissariat, on est basé au commissariat central et notre brigade fait partie de la division de la criminalité territoriale rattachée au service interrégional de police judiciaire. En fait, il faut expliquer que dans la police, on a 3 niveaux au niveau des enquêtes. C'est administratif, mais on a cette séparation. Nous, on dépend du niveau 2 en fait, d'investigation. Et dans le cas des violences aux personnes, elles peuvent être reçues. Tous les policiers sont formés et dès le niveau 1, les services de gage ou de car qui travaillent à 24. Et je voulais rappeler qu'il fallait vraiment prendre en compte les déclarations au départ. Parce que même s'ils ont des difficultés ou des prises en charge difficiles, la réalité de l'infraction peut être quand même existe réellement. Donc cette brigade travaille également en lien avec les services d'aide aux victimes, qui sont le point d'entrée pour toute demande de suivi d'un dossier en cours. Et je voulais préciser que dans les services d'aide aux victimes, il peut y avoir accès à des psychologues, à la fois pour les victimes, mais ils nous ont précisé qu'ils intervenaient également au niveau des auteurs. Alors, je voulais préciser sur notre mode de saisie, on n'est pas le premier intervenant sur les affaires de violence aux personnes. Souvent, on est appelé en deuxième partie en fonction de la gravité des faits. Notre activité provient de dossiers ou signalements envoyés par le parquet, beaucoup d'affaires qui se poursuivent en commission rogatoire, et après les plaintes et signalements importants qui viennent du commissariat ou des plateformes de signalement. Et pour vous donner un peu une idée, c'est vrai que c'est des dossiers très importants, mais en fonction du nombre d'enquêteurs dans le service, on a des délais quand même assez longs. Et on a un service qui traite à peu près 450 dossiers actuellement pour la partie famille. La question que j'allais vous poser justement, 450 dossiers. Ok, un petit mot pour Manon Léger qui ne peut pas être avec nous, qui devait être avec vous ici même. Quel est son rôle, capitaine Manon Léger? Alors en fait, Manon Léger, elle travaille comme moi, on est les chefs de la brigade d'atteinte aux personnes. Manon Léger, c'est mon adjoint, mais pendant un an, elle a suivi elle-même cette brigade. Et c'est pour ça que je dis qu'on avait 3 officiers. Il y a un officier qui travaille également sur les violences aux personnes et un policier qui est major de police pour la partie famille. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est des enquêteurs très investis au niveau du domaine des familles et même des violences aux personnes et qui peuvent avoir, très souvent ont fait des formations spécifiques pour accueillir les victimes. Merci beaucoup, en tout cas pour votre intervention. J'imagine qu'il y aura des questions et vous pouvez, je me répète, intervenir à tout moment. Police nationale, gendarmerie nationale juste à côté. Merci en tout cas à toutes les deux d'être là, gendarme Bénédicte Bonnat et adjudante Sandrine Vignon. Vous faites partie de la maison de protection des familles. Présentation de cette maison, on veut tout savoir. Tenants aboutissants, surtout depuis combien de temps existe-t-elle, s'il vous plaît? Bonjour à tous et à toutes. La maison de protection des familles existe depuis le 1er juin 2021 au niveau du groupement de la Haute-Garonne, faisant suite au Grenelle de novembre 2019 sur les violences faites aux femmes, où il a été demandé aux forces de l'ordre d'améliorer le suivi et l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales au sens large. Au niveau de la gendarmerie, les maisons de protection des familles, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des pompiers d'autres départements, tous les départements de France et d'outre-mer sont dotés
d'une maison de protection des familles, après qui vont adapter leur mission en fonction des spécificités, on va dire, locales. Sur le département de la Haute-Garonne, nous sommes 6 personnels, avec une compétence sur l'ensemble du département en zone gendarmerie. À notre niveau, aucun volet judiciaire, pas de plainte, pas d'interpellation, le volet judiciaire, on ne s'en occupe pas. Notre mission principale, c'est justement suite à des interventions de nos collègues de terrain, suite à un appel au 17 ou un renvoi du 10 en fonction des victimes, à chaque fois qu'une patrouille qu'un équipage va intervenir au sein d'une famille et qu'arrivé sur les lieux, il y a l'évocation d'une dispute, à l'issue de l'intervention, ils remplissent ce qu'on appelle un compte-rendu opérationnel sur lequel ils précisent les raisons pour lesquelles ils sont intervenus, les personnes qu'ils ont rencontrées sur les lieux, ce qu'ils ont fait, comment ils ont géré l'intervention. Et ce compte-rendu opérationnel à la maison de protection des familles, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du lundi 8h au lundi d'après 8h, à tour de rôle, un personnel et de permanence pour prendre connaissance de tous ces comptes rendus opérationnels. Et notre rôle, ça va être de rappeler les victimes pour prendre de leurs nouvelles, voir comment elles vont, voir s'il y a eu réitération des faits, voir quand il y a eu interpellation, comment s'est passé le retour à domicile, s'il y a eu retour au domicile à l'issue de la garde à vue. C'est la mission principale. Je ne vous cache pas qu'à la création de la MPF, quand on nous a dit, quand nos chefs nous ont dit, vous allez recontacter les victimes par téléphone pour voir comment elles vont. Ayant quand même toutes les deux fait un passage en brigade, le relationnel est toujours quelque chose de compliqué. Et oui, parce que ça ne se passe qu'au téléphone, on est d'accord. Ça ne se passe qu'au oui, téléphone. C'est important de le signaler. Et voilà, donc quand on est face aux victimes, au moment des interventions, il y a effectivement, on le verra, mais il y a des comportements particuliers, et on s'est dit, mais elles ne vont jamais nous répondre. Et ben non, en fait si. Dans 95% des cas, on n'a pas les statistiques, je vous dis ça à vue de nez. Dans 95% des cas, on nous répond. Quand on laisse des messages, on nous rappelle, ce qui est assez exceptionnel. On nous rappelle, puisque, pour faire simple, chaque appel commence exactement de la même manière. Bonjour madame, je suis le gendarme Bonnard de la maison de protection des familles. Je vous appelle suite à l'intervention de mes collègues à votre domicile à telle date. J'appelais pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous alliez vous et savoir comment évoluer la situation. Et ne serait-ce que de dire comment vous allez vous, on s'aperçoit que en fait elle se livre assez facilement, et notre rôle en fait suite à cet appel, ça va être d'orienter les victimes en fonction de ce qu'elles nous disent vers l'associatif. Donc que ce soit France Victimes du côté des femmes, nous avons fait le tour de toutes les associations, et en fonction du lieu de domicile des victimes, de leur capacité de mobilité ou autre, on va les orienter vers l'association la plus proche, vers les CCAS, les centres communaux d'action sociale de leur commune, vers les MDS en fonction de leurs inquiétudes ou de leur capacité, soyons honnêtes, à comprendre les informations que nous, on va leur donner. Et bien évidemment, vers nos collègues de brigade, quand ce qu'elles nous disent, puisque quand les intervenants sont sur les lieux, très souvent, c'est « non, mais c'était juste une dispute ». Et situation calme, donc dans le compte-rendu opérationnel de nos collègues, on va avoir de manière régulière, donc ils ont pris le temps de discuter, mais situation calme à notre départ. Et nous, au téléphone, c'est là où on a des surprises, où effectivement, on apprend qu'il s'est passé. C'est autre chose qu'une dispute, et quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a pu durer depuis longtemps, voire depuis des années. Et à ce moment-là, on les oriente vers nos collègues de brigade. Donc nous ne prenons pas des plaintes, mais on va informer nos collègues de brigade que suite à leur intervention, donc par mail, on leur dit voilà, suite à votre intervention au domicile de Madame Intel, nous avons pris contact ce jour, voilà ce qu'elle nous a déclaré. Madame souhaite être contactée pour déposer plainte.
veuillez prendre contact avec elle. Donc en fonction des disponibilités de madame, on leur dit évitez le matin parce que monsieur est toujours au domicile. Et voilà, on va organiser la prise de rendez-vous. Et dans quasiment toutes, parce que c'est vrai que pour les petites unités c'est plus compliqué sur le département, mais en tout cas sur tout le volet périurbain, il y a des gendarmes spécialement formés et qui ont fait le choix de prendre cette responsabilité des auditions de victimes de violences intrafamiliales. Et j'allais justement vous parler de cette formation, vous avez très bien répondu à cela, vous êtes 6, on va le rappeler, hein, Oui. sur la Haute-Garonne, et donner la parole maintenant aussi à l'adjudante Sandrine Vignon, pour tout ce qui est prévention. Et ça c'est un mot qui va peut-être ressortir de cette table ronde, c'est la prévention qui, vous en faites pas mal, puisque vous parlez aussi aux jeunes publics, c'est bien ça Sandrine peut-être. Allez-y, hein. Et alors, j'avoue que je lui coupe la parole. Je lui prends la parole, parce que le volet prévention est plus mon domaine, puisque la maison de protection des familles a été créée sur les fondations, on va dire, d'un service de gendarmerie qui existait auparavant, qui était la brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui était un service de la gendarmerie spécialement dédié à 100% prévention auprès des jeunes, également sur de 6 personnels à l'époque, et à la bascule, à la transformation de la BPDJ vers la MPF. Je suis une des rares survivantes à avoir passé le cap de changer totalement de mission, et puisque j'avais quand même auparavant 15 ans de prévention derrière moi, donc le terrain, qui est plus le domaine de ma collègue, était un peu loin, mais ça reste, parce qu'il y a des interventions qui marquent justement, ça reste. Donc la prévention, nous intervenons auprès des scolaires, à partir des classes de CM2 et ensuite en collège, sur toutes les thématiques en lien avec la loi, donc les violences, le harcèlement, les réseaux sociaux, les addictions. Depuis cette année scolaire, parce que c'est quelque chose d'assez délicat à aborder, mais malheureusement en s'appuyant sur les faits divers, le consentement, à destination plus des élèves de collège et qu'on va essayer de mettre en place en lycée. Et on a un gros volet prévention également à destination de tout le monde du handicap, majeur ou mineur, dans les IME, les ITEP, les foyers occupationnels, les personnes en situation de handicap qui sont des publics qui sont un public vulnérable et qui peuvent être victimes que ce soit de violences, mais d'escroquerie, de harcèlement et autres. Donc présentez-nous l'adjudante Sandrine Vignon. Alors, elle, son domaine, alors, c'est le seul volet judiciaire que nous avons, c'est les auditions de mineurs victimes d'agressions à caractère sexuel et depuis peu, pour soulager nos collègues de brigade, de maltraitance. Donc ça, effectivement, c'est plus de son domaine. Puisque c'est une formation spécifique que personnellement, il faut être volontaire et je n'ai pas été volontaire parce que c'est vraiment très particulier. Et alors justement, très bon enchaînement, qu'est-ce qui vous a donné envie, Sandrine Vignon, de rejoindre cette brigade ? Et votre parcours peut-être, et peut-être de la formation aussi. Hein. Bien, bonjour à tous. Du coup, moi j'ai été 20 ans de brigade, dont 13 ans sur la brigade de Cunon. Je me suis beaucoup intéressée aux auteurs, je les ai beaucoup entendus, je leur ai beaucoup parlé, et puis au bout d'un moment, j'ai aussi eu envie de m'intéresser aux victimes et puis d'aider les victimes, de changer de côté un petit peu. Et du coup, j'ai rejoint la maison de protection des familles il y a un peu moins d'1 an. Voilà. Et donc vous faites partie des 6 personnes de cette fameuse brigade. Quand votre collègue dit que vous êtes sur le terrain, c'est-à-dire ? Eh bien, en fait, avant j'étais sur le terrain, il y a 1 an, et puis maintenant, je fais comme ma collègue, de la prévention, des auditions de mineurs, et puis je m'occupe aussi de violences intrafamiliales. L'année dernière, j'ai aussi formé les collègues à la prise en compte des violences intrafamiliales. Merci en tout cas pour
de votre présence parmi nous et j'imagine qu'il y aura d'autres questions tout à l'heure. Vous l'avez compris, il y a une vraie collaboration entre la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers bien sûr, on va en parler tout à l'heure, mais aussi des associations de victimes qui sont très bien représentées aujourd'hui. On va commencer avec vous, Nicolas Mambella. Vous êtes le directeur adjoint, fraîchement nommé directeur adjoint, c'est tout récent, de l'association France Victimes 31. Présentation de cette association, si les personnes ici présentes ne la connaissent pas encore, s'il vous plaît. Écoutez, bonjour à tous. Donc Nicolas Mambella, directeur, je vous l'avais dit. Merci déjà pour l'invitation. C'est important en fait de se retrouver ici, d'échanger, d'en discuter un peu sur ce thème-là, toujours, et de pouvoir nous présenter comme ça les associations, toujours marteler ce genre de discours et d'articulation, comment ça se maille sur le terrain, parce que finalement, voilà, c'est ça qui fait contenance, c'est qui fait efficience après auprès de ces femmes-là. Donc pour l'association France Victimes, nous, les personnes qui sont accompagnées à France Victimes ne sont pas essentiellement des femmes qui ont vécu de la violence conjugale. Nous, on reçoit de manière assez large, hommes ou femmes, des personnes victimes d'infractions pénales. D'accord ? C'est ça qui fait que France Victimes prennent en charge ces personnes-là. Mais si on fait pour vous donner quelques chiffres et quelques tendances, en fait, sur 8200 personnes qu'on a reçues en 2024, au final, la moitié était là pour des violences intrafamiliales, et 96% des personnes qui ont été accompagnées victimes à France Victimes l'année dernière, donc sur cette moitié-là, violences intrafamiliales, sont des femmes. Voilà, donc ça résume un peu vraiment notre cœur de métier aussi, la moitié finalement de notre cœur de métier. Et agréé par le ministère de la Justice. Et agréé par le ministère de la Justice. Il faut le signaler. Oui, effectivement. Donc nous, la composition de France Victimes, c'est une équipe pluridisciplinaire, composée donc de 21 salariés en tout, 10 juristes, 4 travailleurs sociaux, 3 psychologues, 2 personnes à la direction et 2 personnes au secrétariat. Nous avons aussi des bénévoles qui nous aident au secrétariat et qui accompagnent aussi les victimes lors des assises, des procès aux assises. Les juristes sont donc dans des permanences. On a 17 permanences sur Toulouse et les villes aux alentours. Donc maison de justice et du droit, des mairies qui nous prêtent des locaux dans les environs de Toulouse. Donc principalement des permanences avec des juristes. Des 2 juristes qui sont aussi présentes à l'unité médico-judiciaire, ancienne médecine légale, donc qui finalement, après les examens, après quand les victimes viennent, établir le diagnostic et le retentissement des traumatismes vécus, leur est proposé des rendez-vous avec des juristes. On est depuis peu aussi, depuis janvier, à la Maison des Femmes. On intervient une matinée par semaine à la Maison des Femmes, donc une permanence juridique aussi là. Et on est au bureau d'aide aux victimes, donc ça au tribunal judiciaire de Toulouse, qui est lieu central aussi de la prise en charge des victimes. Et Madame Ruffin est avec nous, effectivement, elle interviendra tout à l'heure. Vous dialoguez régulièrement, quasiment quotidiennement, effectivement, avec le tribunal, effectivement. Il y a il y a des protocoles qui ont été faits entre France Victimes et le parquet, notamment toutes les plaintes qui remontent au niveau du procureur sur des violences intrafamiliales, nous sont adressées en suivant et nous sommes saisis pour faire des mises à disposition. Donc on rappelle les victimes, donc ça c'est vraiment une démarche proactive de France Victimes. On va rappeler les victimes malgré qu'elles ne soient pas dans un premier temps d'avoir un accompagnement, mais on les rappelle et on essaie de voir avec eux de construire leurs besoins. On est aussi saisi sur des demandes d'évaluation au niveau du parquet pour affiner en fait la décision du procureur au niveau du jugement, et donc on fait ce qu'on appelle des EVVI, donc des évaluations de victimes de violences intrafamiliales, où on va préconiser en fait des moyens de protection, on contextualise les choses avec la victime et les contextes de violence, et ensuite du coup on peut préconiser en fait des moyens de protection qui vont être donc le TGD, téléphone grave danger, et le BAR, bracelet anti-rapprochement. On est force de proposition, et après on va jusqu'à l'accompagnement des victimes. Si le procureur décide de la mise en place de ces moyens de protection, on va jusqu'à l'accompagnement on donne le TGD, on participe au don du TGD, après on accompagne les victimes par rapport à ça. Voilà. Et juste pour finir rapidement la présentation sur la pluridisciplinarité, donc on a des psychologues à France Victimes qui sont basés au siège, et du coup
permet en fait cet accompagnement-là aussi psychologique, donc juridique, psychologique. Voilà, donc la prise de rendez-vous, c'est soit des victimes qui viennent vers nous parce qu'elles ont entendu parler de France Victime via des acteurs du territoire ou parce qu'elles ont à un moment donné entendu parler de nous, ou alors en interne, ou des associations aussi sur le territoire qui accompagnent des femmes aussi et qui savent qu'on peut avoir un suivi psychologique. Donc, il y a ça qui est possible. Et ensuite, du coup, les travailleurs sociaux, donc on a 2 travailleurs sociaux, donc ce qu'on appelle les ISEC, intervenants sociaux en commissariat, qui sont en lien direct avec la police au niveau des violences intrafamiliales, et les ISEG, donc des intervenants sociaux en gendarmerie, qui sont en lien direct et qui se partagent un peu le territoire police et gendarmerie, et qui essaient vraiment d'aider en fait dans ce parcours judiciaire aussi, et d'avoir un versant plus social à l'accompagnement, parce qu'il y a aussi ce travail à mettre en place. Voilà, et ensuite, donc, France Victime a des activités un peu plus spécifiques. Voilà, on fait de la justice restaurative aussi, et des médiations restauratives. Voilà, on pourra en parler aussi un peu plus, je ne développe pas trop pour laisser la place à tout le monde, mais voilà, on fait aussi ça, accompagnement aux âgés. On participe au stage de citoyenneté avec la PJJ. Voilà, on est sollicité pour être sur les stages de citoyenneté, et avec les stages auteurs aussi, donc plus sur les majeurs, avec l'ARCEA aussi, on participe à ça. Voilà. Et puis, voilà, d'autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de naviguer dans ce secteur d'activité, en l'occurrence, et de devenir directeur adjoint Oui. Alors moi, je viens de la protection de l'enfance, donc j'ai travaillé 15 ans en protection de l'enfance, donc finalement dans l'accompagnement de victimes, clairement, alors plus sur des mineurs. Mais en fait, justement, après 15 ans en protection de l'enfance, je trouvais que sur ce point-là, sur ce sujet-là, finalement, on manquait de connaissances et d'articulation, et ça a toujours été pour moi une cause et une attention particulière en fait dans les accompagnements des mineurs qu'on avait en protection de l'enfance. Et donc, c'est tout naturellement qu'en travaillant et en rencontrant des associations, j'ai rencontré en fait la directrice aujourd'hui de l'association qui est Madame Clecht, et qui du coup m'a donné envie aussi de venir travailler à France Victime. Voilà. Merci Nicolas pour votre intervention. Autre association ô combien dynamique, et c'est toutes les deux, effectivement, vous partagez la parole, vous êtes devenu un kakémono, en fait. Ça fait partie aussi de votre métier, aussi de la communication, et en l'occurrence la prévention. Ravi de vous accueillir, l'association du côté des femmes, avec vous, Éléonore Chéron, chargée de formation égalité femmes-hommes, et Enora Lamy, chargée d'accueil et d'hébergement dans le pôle d'accompagnement des femmes victimes de violences. Ravi de vous accueillir. En quelques mots, cette association, puis on va rentrer dans le vif du sujet avec vos spécificités à chacune. Elle est née comment, cette asso? Elle est née comment? Oui. Le choix de la zone périurbaine à Muret, justement proche de la ruralité, a été fait il y a 22 ans maintenant, le 8 mars 2003, par la fondatrice Elisabeth Angelier à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'association de lutte contre les violences faites aux femmes à l'époque sur cette zone, sur ce territoire. Donc nous œuvrons globalement sur toute la zone sud-toulousaine, sur le bassin autorivin, le Volvestre, le cœur de Garonne, mais aussi sur tout le Muretin, la Savotouche. Ça représente 166 communes, donc c'est très large. Et pour l'instant, donc on est basé à Muret, je crois que je l'ai dit. Donc les objectifs de l'association, comme vous pouvez le voir sur notre chouette kakémono, merci de l'avoir noté, c'est que tout d'abord nous luttons contre les violences faites aux femmes, notamment au sein du couple. Nous sommes majoritairement identifiés sur les violences conjugales. Nous avons aussi un objectif d'information, de développer les échanges et les réflexions sur toutes les thématiques liées aux violences faites aux femmes, afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Ceci en donnant la parole aux femmes victimes de violences, en étant des porte-voix de leur expérience et de ce qu'elles ont subi. Et à partir de cette parole, être force de proposition auprès des pouvoirs publics et transmettre leur réalité. Ceci aussi en développant le réseau de partenaires, et c'est important aussi de noter la possibilité
l'opportunité que vous avez donnée de nous rassembler aujourd'hui. Voilà, je voulais vraiment remercier aussi justement Madame Ayad d'avoir créé cette pièce, qui est un outil de sensibilisation très fort, qui vient rassembler beaucoup de thématiques et d'expériences des mécanismes des violences que rencontrent les femmes, qui vont nous permettre justement d'aborder beaucoup de sujets. Concernant l'association, je voudrais quand même vous donner un petit peu plus de détails sur nos missions. Tout d'abord, nous avons un pôle accueil, hébergement, accompagnement des femmes victimes de violences, mais je laisserai ma collègue en parler plus en détail juste après. Et donc un deuxième pôle dans lequel je travaille particulièrement, qui est la fabrique de l'égalité. Nous l'avons nommé comme ceci parce qu'il vise à construire un monde sans violence à travers des missions de prévention en milieu scolaire auprès du jeune public. Comme vous le savez, c'est une des choses les plus importantes. Nous proposons auprès des primaires, par exemple, de créer des comptes non sexistes avec les jeunes. Nous avons aussi des expositions comme Femmes en Lumière pour pouvoir leur faire découvrir des femmes de l'histoire, des femmes scientifiques, des femmes ayant participé à la création de nos sociétés en général, depuis ces 2000-3000 dernières années. Aussi dans les collèges et les lycées, nous faisons de l'éducation à la vie sexuelle et affective, comme mes collègues qui font de la prévention ici l'ont noté, pour pouvoir éduquer au consentement, ce qui est la possibilité d'envisager des relations saines. Donc c'est très important d'un côté de leur parler de ce que sont les violences, mais aussi de se projeter dans la possibilité de vivre des relations saines. Et qu'est-ce que c'est une relation saine ? À côté de ça, nous proposons aussi des interventions en milieu scolaire dans lesquelles nous déconstruisons les stéréotypes de genre grâce à une exposition particulière qui a été faite en collaboration avec des jeunes qui se sont pris en photo en train de mettre en scène des stéréotypes de genre. Et donc c'est très important aussi qu'ils puissent s'identifier aux outils. Donc si je peux faire un pont avec la pièce, c'est aussi l'utilité d'avoir cette jeune fille. Je pense que montrer à des publics jeunes cette jeune fille qui est dans la découverte de ce qui est la relation avec un partenaire et qui est nimbée d'un mythe de l'amour romantique qui est très problématique justement parce que ça empêche de bien comprendre comment se mettent en place les violences. Donc on en parlera sûrement peut-être après. Je voulais aussi noter que nous faisons partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui a été identifiée par le numéro national d'écoute Violence Femmes Info 3919 dans la pièce justement. Cette fédération compte 32 associations sur tout le territoire national. Et lorsque les femmes appellent le 3919, elles peuvent, si elles le souhaitent, être redirigées vers nos associations sur le terrain. Le numéro, il est anonyme et gratuit, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je déroule. Non, c'est très bien. J'allais vous demander, peut-être le nombre d'appels, ça c'est important aussi, les chiffres. Alors, exactement, le nombre d'appels. Sur 2023, les écoutantes ont reçu 97 394 appels qui ont été pris en charge par 45 écoutantes. Elles sont globalement sur le pôle écoute de la FNSF. Et ça représente 93% à 93% des cas de violence conjugale. Donc, lorsque les femmes appellent, elles peuvent être orientées vers nos associations, mais il n'est pas que à destination des femmes. Ce numéro est aussi à destination des professionnels, des témoins et de l'entourage. Voilà. C'était important pour nous de le rappeler. On va laisser la parole à votre collègue. Peut-être avant, juste pour terminer, Léonore Chéron, le chiffre des féminicides, vous avez quelques chiffres? Oui, et c'est exact. Pour faire un rappel au sein de cette audience,
Je pense que c'est important de rappeler les chiffres des violences conjugales, qui sont des formes de violences graves qui mènent au féminicide dans de très nombreux cas. Et les données chiffrées que nous avons, d'après le ministère de l'Intérieur, c'est pour 2023 en France, à hauteur de 93 féminicides. Mais c'est important de mettre à jour aussi le fait qu'il y a eu 319 victimes de tentatives de féminicide sur l'année 2023. On peut aussi ajouter les 773 victimes de harcèlement par conjoint ou ex ayant conduit au suicide ou à la tentative de suicide par les femmes, soit un total de 1185 femmes victimes sur l'année 2023, ce qui correspond à 3 femmes par jour. Donc on est très loin du chiffre qui est porté dans les médias de une femme tous les 3 jours. Si on prend vraiment le contexte des violences conjugales, on serait plutôt à 3 femmes victimes tous les jours. Merci beaucoup, Éléonore Chéron. Enora Lamy, vous travaillez bien évidemment main dans la main avec Éléonore. Vous êtes chargée d'accueil et d'hébergement dans le pôle d'accompagnement des femmes victimes de violences. Petite présentation rapide justement de l'accueil des femmes. Horaire, permanence, ça se passe comment? Alors effectivement, donc, au niveau du pôle accueil, on s'occupe de l'écoute, l'accompagnement, donc un accompagnement global spécialisé autour des violences aux femmes que nous accueillons. On va pouvoir les orienter vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation, les structures les plus adaptées également. On est surtout là en fait pour les aider à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. On va être amené notamment à pouvoir leur présenter les stratégies mises en place par les agresseurs, le cycle de la violence, à travers des entretiens individuels ou collectifs. On a aussi des groupes de parole et on propose aussi des temps on va dire informels collectifs également, réservés aux femmes ou femmes et enfants. Notre accueil il est inconditionnel, il est gratuit et il est strictement confidentiel et anonyme. On a une permanence téléphonique tous les jours de la semaine de 13h30 à 15h30 et on accueille les femmes tous les jours de la semaine, de préférence sur rendez-vous. On est labellisé accueil de jour, mais c'est vrai que c'est préférable d'appeler en amont pour prendre rendez-vous, ça permet à nous de pouvoir nous organiser puis éviter que les femmes aient à patienter si elles sont dans une forme d'urgence. Et on a également 12 places d'hébergement dans les hébergements d'urgence. Très bien. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui ou qu'est-ce qui encourage justement la parole des femmes victimes au regard de votre expérience au sein même de l'ASSO? Oui, alors bon, je vais être assez succincte. C'est une question que je pourrais poser aussi à tout le monde, à l'ensemble des personnes ici, mais vous spécifiquement. Oui. Alors, dans ce qui encourage, moi je voulais quand même souligner l'importance de la prise de parole publique et aussi dans les médias. Ça, on le constate vraiment tous les jours à l'association quand... suite à des prises de parole de personnalités du monde médiatique ou artistique, par exemple, c'est quelque chose qui encourage vraiment les femmes à venir nous voir, pousser notre porte et prendre la parole. Je pense notamment aux prises de parole de Judith Godrèche sur les violences sexuelles et les violences sexuelles faites aux enfants, qui ont eu un gros retentissement dans nos associations avec une augmentation du nombre de femmes qui venaient nous voir parfois pour des affaires qui remonte il y a très longtemps et qui, où là ça les a un peu questionnés en tout cas et venir pouvoir nous poser leurs questions. Dans ce qui encourage aussi, et je trouve que c'est bien montré dans la pièce avec l'attitude de l'agent de Arrêtons les violences, ça va être vraiment l'attitude empathique, bienveillante, dire à la victime qu'on l'écoute, qu'on la croit, que ce qu'elle nous relate, c'est interdit par la loi, qu'il y a des structures, des associations, des professionnels qui peuvent les aider si elles le souhaitent. Au niveau de ce qui peut freiner, malheureusement, il y a aussi l'entourage qui peut avoir un rôle. C'est vrai qu'on peut avoir des représentations de ce que sont les victimes, parfois un peu stéréotypées. C'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de souligner qu'il n'y a pas de profil type de victime. Les violences faites aux femmes, les violences conjugales, elles concernent toutes les sphères de la société, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, tous les secteurs d'activité, tous les milieux.
il n'y a pas aussi une attitude ou une réponse en termes de victimes, selon à quelle étape on en est aussi, selon si on est atteint ou pas d'un syndrome de stress post-traumatique par exemple. On ne va pas se présenter forcément de la même façon à nos interlocuteurs. Donc voilà, essayer de garder ce recul, un certain recul, c'est important. Voilà, effectivement, avoir conscience aussi que chaque femme a son temps. En fait, c'est très important de ne pas être dans l'injonction avec les victimes, parce qu'on risque de les mettre à nouveau en fait, dans une situation d'échec si elles ne sont pas capables de répondre à ces injonctions. L'agresseur, lui, passe son temps à leur dire qu'elles sont incapables, qu'elles sont nulles et qu'elles sont incompétentes. Et si jamais on leur formule des injonctions auxquelles elles ne peuvent pas obéir, et ben ça va les remettre dans cette posture d'incapacité qui peut vraiment les freiner aussi dans le parcours de sortie des violences. Merci à toutes les deux. Vous pouvez bien sûr intervenir à tout moment. On a un très joli tour de table et puis nous allons effectivement découvrir les tenants et les aboutissants. On a parlé d'associations, on a parlé bien sûr de la police nationale, de la gendarmerie nationale, mais aussi des sapeurs-pompiers qui nous accueillent ici avec deux jolis témoignages. Dans une petite seconde, on découvrira effectivement le témoignage de la lieutenante Mathilde Eberlé, chef de groupe. Alors on va partir sur le terrain effectivement, mais avant, je vais donner la parole au médecin-chef Thierry Dulion. Merci Thierry Dulion d'être avec nous. Peut-être une réaction sur la pièce de théâtre et ce que vous venez d'entendre depuis tout à l'heure. Oui, alors merci pour l'invitation. Merci à Stéphane d'avoir accepté. Collez bien votre micro. Stéphane Périma d'avoir accepté la participation sur la table ronde. Il avait été prévu des professionnels de santé qui sont plutôt dans ce que j'appelle moi la prévention tertiaire. Quand le mal est fait et quand les choses sont découvertes, vous pouvez avoir à faire et vous aurez un appui, ça a été dit pendant la pièce de théâtre, des psychotraumaticiens, qui soient psychiatres, qui soient psychologues, assistantes sociales, nous en avons aussi dans le service. Il y a tout un tas de professionnels de santé ou d'accompagnement qui peut être à l'aide de la gestion de ces situations. Donc merci encore de l'invitation. Par rapport à votre question et à la pièce, je suis bien content que vous posiez la question parce que finalement, je vais être un peu trivial, mais si votre médecin ne fait que vous prescrire du benzomachine face à ce genre de situation, je vais être un peu maximaliste, mais changez de médecin. Le fameux benzomachine. Voilà. Dites-lui, proposez-lui d'aller sur le site du conseil départemental de l'ordre des médecins, dans n'importe quel département d'ailleurs, pour aller se référer sur un chapitre particulier maintenant qui est obligatoire, qui fait partie de tout ce qui concerne les violences intrafamiliales, pas forcément sexistes mais sexuelles, et sur lequel votre médecin va trouver quantité d'outils qui lui permettent d'analyser une situation, de pouvoir la signaler, je vais approfondir un petit peu après, et donc de pouvoir vous aider dans cette situation-là. Je dis vous, j'espère que personne n'est concerné ici, mais si vous pouvez faire passer le message, c'est donc merci d'avoir présenté cette façon caricaturale du rôle du médecin. Et maintenant, je vais essayer de vous rapporter autre chose. Juste une petite parenthèse par rapport au benzomachine. Il faut savoir, je vous énerve. J'ai mes collègues, attention. Et en fait, vous ne le savez pas, mais le médecin-chef va donc jouer maintenant. Non, c'était juste en fait parce que j'avais besoin de mettre aussi le point sur l'addiction. On a beaucoup de victimes qui deviennent addictes à l'alcool, ça peut être la drogue, et j'ai aimé l'idée de benzomachine. Mais je vous assure, pas de problème. Mais, allez, bien sûr. Bonjour docteur. Bonjour. Sensibilisation et écoute avant tout. On va devenir sérieux. Vous avez vu que j'ai changé de tenue, je m'arrêterai là, je vous rassure. C'est pour vous dire déjà deux choses. Qu'est-ce qui se passe dans le colloque que vous avez avec votre médecin? Et c'est pour ça que j'ai changé ma tenue. C'est plus le médecin pompier qui vous parle, c'est le médecin tout court, d'accord, mais qui est aussi médecin pompier. Mais sous ma tenue de médecin pompier, j'ai ma casquette et ma tenue de médecin tout court, que je garderai. Pourquoi? Parce que mon code d'anthologie m'impose deux choses. L'indépendance du médecin, quel que soit mon grade, mon appartenance. Je suis indépendant dans mon art médical. Et deuxièmement, on va parler, et ça peut être un problème, le secret médical. Donc qu'est-ce qui se passe, pour parler très simplement, mais on y reviendra si vous voulez, qu'est-ce qui se passe quand vous allez consulter votre médecin? Ça pourrait être aussi dans le cadre du travail, hein, d'accord? Ce qui complique un peu les choses, maintenant, on va rentrer dans les détails. D'abord, vous y amenez tout ce que vous voulez, y compris des témoignages sur votre propre vie ou votre famille.
vous êtes couverte par le secret médical, vous êtes couverte par le secret médical, vous pouvez y raconter tout ce que vous voulez, tout ce qu'entend, tout ce que voit, tout ce que lit, tout ce que comprend le médecin est soumis au secret médical. C'est un acte majeur de la qualité et des contraintes et de l'art médical avec ce code d'ontologie. Il y a des exceptions, on en parle, justement, que ça tient fait partie de certaines conditions. Donc vous pouvez tout dire au médecin. Ça, tout le monde le sait. Ce qui est un peu nouveau, c'est que depuis la loi du 30 juillet 2020, qui autorise un certain nombre de choses, et notamment aux médecins à pouvoir témoigner ou signaler de certains cas, notamment sur une personne, notamment, on va dire, une femme majeure qui vit en couple, victime de violence notamment conjugale, mais qui est en situation de danger immédiat, mais qui est aussi sous emprise, qui est encore une autre définition, le médecin pourra pouvoir déclarer. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, vous pouvez parler, et ce qui est un peu nouveau pour reprendre le lien, le fil de ce que je voulais dire, c'est que le médecin maintenant est sensibilisé au fait d'essayer de dépister un certain nombre de choses, en vous posant des questions qui ne sont pas forcément des questions stéréotypées, hein, mais en tout cas, il doit être sensibilisé à ce genre de situation et profiter d'une consultation pour essayer d'appréhender un certain nombre de choses qui ne seraient pas dites spontanément. Vous pourriez le faire parce que vous avez mal au ventre, ou un autre prétexte. Mais à ce moment-là, le médecin qui vous connaît, souvent le médecin traitant, peut être amené, ou devrait être amené, à essayer de dépister un certain nombre de choses en essayant de vous poser des petites questions pour essayer de voir comment ça se passe. Ce n'est pas une suspicion, c'est vous ouvrir une porte. Comme il peut laisser traîner dans la salle d'attente des documents, des flyers, tout un tas de petits documents sur lesquels on peut s'emparer. On n'en parle pas de suite, mais ça peut faire son chemin. Et la consultation qui va après peut conduire à ça. Comme le médecin qui peut, tout en insistant un peu, ne pas vous faire parler de ça, mais qui sent bien qu'il se passe un truc, qui va vous proposer, mais il faut qu'on se revoie dans 15 jours. Hein, parce qu'il faut que je vous vois, bon, etc. Donc tout un tas de choses, vous pouvez amener des choses, mais amener d'autres situations. Le médecin doit être maintenant sensibilisé au fait qu'il doit s'intéresser à ce genre de choses, parce que c'est un vrai problème de société. On l'a dit, le nombre de morts, le nombre de signalements qu'il peut y avoir. Il faut que les médecins s'y intéressent, de la même façon que pour les maltraitances enfants, qui est encore un autre sujet, et peut-être un petit peu plus facile, en tout cas légalement pour là, mais enfin, en tout cas maintenant on a les outils. Donc tout ce que vous y amenez. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en sort? Je l'ai évoqué. Qu'est-ce qu'il y a en sort? Maintenant, depuis la loi du 30 juillet 2020, l'article 226-14, oula. Ben oui, parce qu'en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est une dérogation au secret médical. Le secret médical, je le répète une fois, il est intangible. Et il se respecte même entre médecins. Je en parlerai tout à l'heure si j'ai l'occasion. Donc, grâce à cette loi, le médecin qui a la conviction qu'il a en face de lui une personne qui est soumise à des violences comme ça, intrafamiliales, qui est en état de danger immédiat et qui est sous emprise, donc on a des critères comme ça. Il a un vadémécum, tout est prévu maintenant par la loi, le vadémécum peut l'aider. Donc, proposez ça à votre médecin s'il vous fait que plaise au machin. Il peut vous aider grâce à ça. Il peut sortir ce témoignage-là et le signaler donc au parquet. Il n'y a pas d'obligation. C'est une façon pour lui de déroger, c'est le terme, de déroger au secret médical sans être inquiété, parce qu'à partir du moment où on pourra dire qu'il a fait son âme et conscience, il ne sera pas attaquable. Ce qui était la résistance de beaucoup de médecins parmi les cas précis. Vous m'avez dit quelque chose en préparant ce débat important aussi, qu'il y avait aussi un problème dans le cadre du secret médical, qui était levé effectivement dans la médecine générale, mais pas dans la médecine du travail. C'est quelque chose que j'ai appris. Je ne le savais pas. Oui, c'est pas aussi simple quand on est médecin du travail, donc il faudrait que je remette peut-être ma tenue, mais on serait sur un cas un petit peu plus compliqué à avoir, notamment on a discuté l'autre jour sur la journée, une des journées annuelles de la Société Midi-Pyrénées de médecine du travail, sur les violences sexistes et sexuelles au travail. C'est difficile pour un médecin du travail de sortir de ce cadre-là. On pourrait dire, parmi les juristes dans la salle, je crois, le procureur bien sûr, on en dit à l'article 40 du CPP, du Code professionnel pénal, c'est pas aussi simple que ça. Cet article-là, il oblige à signaler sans délai tout délit ou tout crime dont j'ai connaissance. Mais oui, on est dans la rupture des frontières de la confiance qu'on a avec les médecins, et c'est compliqué, et moi je le dis d'une façon particulière, cet article-là, oui, qui nous contraint,
pour moi, il ne me contraint qu'à 90%. La preuve, c'est que je parle sur votre tronc en concurrent, il n'y a pas de sanction prévue derrière. Donc, si je ne le fais pas... Elle a dit non. Hein. Voilà, merci. Alors, vous avez dit non parce que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Donc, si je ne le fais pas, c'est à mon âme de conscience que je le ferai, ou je ne le ferai pas, tout en essayant de garder, de partager l'ensemble des choses pour essayer de résoudre ce problème-là, y compris sans aller déclarer, sans délai, signaler sans délai au parquet, contacter le médecin traitant de cette personne et lui dire voilà, j'ai tout à dire avec vous, avec l'accord là aussi de la personne, parce que là c'est pareil, je dis tout à l'heure, le secret médical s'impose aussi entre médecins. Il y a un secret partagé, mais sans l'accord de la victime, je ne peux pas parler à notre médecin. Voilà, donc c'était les deux grands volets, excusez-moi, on pourrait dire plein de choses à côté, mais d'un côté, j'espère, des questions de côté, libérer la parole, je dis aux personnes qui peuvent libérer la parole auprès des médecins. Les médecins doivent être sensibilisés, ils ont tous les outils pour signaler, pour accueillir cette parole, l'analyser et la signaler, avec l'autre côté qui est cette dérogation au secret médical. Merci. Merci docteur pour votre intervention. Thierry Dulion. On va partir sur le terrain et on va mettre on va dire l'expérience au centre aussi quand même. L'expérience, en tout cas une première expérience avec vous, lieutenant Mathilde Eberlé, vous êtes chef de groupe et vous avez vécu une intervention assez compliquée, complexe on va dire, surtout que c'était la première fois. Vous avez vécu vraiment sur le terrain des violences effectivement conjugales, des violences sexistes. Vous allez tout nous expliquer. On va partir sur on va dire une base de départ. Ce qu'on appelle dans votre métier, je l'ai appris maintenant, un pied de départ, c'est ça? Et vous partez où? Dites-nous tout. Petite expérience, je tiens à le préciser. Et quand même. Ouais. Donc effectivement, de garde au centre de secours de Toulouse-Atlanta avec un ticket de départ où je suis lippée sur une personne blessée à domicile. Donc surprise parce que généralement le chef de groupe ne part pas sur ça. Et derrière, quand je prends un ticket de départ, donc effectivement, il y a la notion de séquestration sur le billet. Donc je pars en intervention avec un BSAV, donc une ambulance, et parallèlement j'appelle en même temps le chef de salle pour avoir davantage d'informations, savoir si qui déjà séquestre la victime, est-ce que c'est le conjoint, est-ce que c'est un membre de la famille, est-ce que la personne est toujours sur place, est-ce que j'ai la police au départ également. Donc on arrive assez rapidement sur l'intervention où la police est déjà présente. Et là, ça a été assez compliqué. Moi, mon rôle, c'était d'avoir tous les éléments pour le bilan circonstanciel et décharger le chef d'ambulance pour qu'il s'occupe vraiment de la victime. Et l'intervention a été compliquée pour trouver les éléments auprès de la victime. Quand on arrive, donc, on a une femme qui est dans un appartement, qui présente des blessures au niveau des genoux et également une cheville fracturée. Donc le chef d'AV essaie de savoir quelle a été la problématique au niveau de la cheville, parce que la cheville était plâtrée. Elle nous signale qu'elle est tombée il y a une semaine dans les escaliers de la résidence. Et après, de fil en aiguille, voilà, on voit que la personne fait ses besoins dans un seau. Les conditions de vie sont quand même très particulières. Le conjoint n'est pas là, la police essaie d'entrer en contact avec lui, bien évidemment on ne parvient pas. Donc on essaie d'en savoir un peu plus auprès de la victime qui reste très discrète par rapport à ça et qui plus est demande après son conjoint, demande à l'avoir au téléphone, à essayer de lui parler. Et nous, avec cette forte suspicion de violence conjugale, avec cette notion de séquestration, notre objectif c'est de ne pas entrer en contact avec le conjoint et essayer de vraiment créer un lien avec la victime pour avoir davantage d'informations. Comme je l'ai dit, ça a été très compliqué et donc on a fini par transporter la victime au centre hospitalier, d'une part pour soigner les blessures et d'autre part par rapport au contexte, pour la sortir de ce contexte-là. Et on a décidé avec la chef d'agrément du BSAV de l'enregistrer sous X en arrivant à l'hôpital et en signalant la situation au niveau du service hospitalier. Quand je rentre au centre de secours d'Atlanta, j'ai un collègue qui vient me voir et qui me demande davantage d'informations. Il me dit: je pense que j'ai fait la même victime il y a une semaine pour une tentative de suicide. Il me dit qu'elle a sauté du premier étage, or l'appartement était au deuxième étage, donc là c'est encore très flou toutes ces explications, et que la fracture de la cheville en fait proviendrait de l'intervention d'il y a une semaine. À aucun moment la victime nous a mentionné cette intervention.
Donc c'est vrai que la pelote, elle s'est un peu démêlée à l'issue. Et en fait, ce qui m'a aussi marqué, c'est l'équipier qui était à l'ambulance la semaine d'avant, elle m'a expliqué la situation parce qu'elle m'a dit « j'ai confiance en toi, tu as une tête qui me donne confiance ». Et qui lui a expliqué qu'effectivement elle n'avait pas de famille dans la région, elle était seule et que le rapport avec son conjoint était un peu compliqué. Voilà. Témoignage, le suivi, comment ça se passe après? Est-ce qu'on prend des nouvelles? Est-ce que vous vous sentez, ou entre guillemets, obligé? C'est normal, ça fait partie aussi de votre métier, mais comment ça se passe le suivi, puisqu'il y a quand même une fiche de signalement qui a été faite? Oui, tout à fait. Donc, forte suspicion de violence conjugale, même si la victime, en commun, nous indique qu'elle en subissait. Pour nous, ça il ressemble quand même fortement. Donc, on a des fiches de signalement au niveau du service que j'ai rempli, que le chef d'agré de l'intervention de la fois précédente a réalisé également. Où on signale en fait ce qu'on a constaté, qui partent au niveau du service juridique. Et après, c'est le service juridique qui s'occupe de le transférer vers les bons services. Vous m'aviez dit aussi en préparant cette table ronde que la victime aussi, avec des propos assez compliqués, niait aussi par moment effectivement ces violences. Oui, elle a totalement nié, surtout quand on apprend que la semaine d'avant, les collègues ont fait l'intervention et qu'elle demande après, tout simplement après son cours. En fait, on sent qu'elle n'a que cette personne sur la région et que derrière, c'est très très compliqué. Merci pour votre témoignage en tout cas. C'était pour montrer aussi effectivement le quotidien et votre quotidien. En tout cas, c'était la première fois que vous étiez confronté à ce genre de situation. Ravi d'accueillir Mylène Ruffin. Je rappelle que vous êtes substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse. Vous allez jouer quelque part le rôle un peu du grand témoin. Vous avez écouté tous ces témoignages, ces jolis partenariats qui sont faits au quotidien donc, avec vous. C'est votre quotidien d'entendre ce genre de propos et ce genre de témoignages. Vous faites partie, vous êtes référente du VIF, ça s'appelle des violences intrafamiliales. Pouvez-vous nous présenter votre métier avant tout, pour toutes celles et tous ceux qui ne vous connaîtraient pas? Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Alors juste pour vous présenter rapidement le parquet du tribunal judiciaire de Toulouse auquel j'appartiens, nous sommes 29 magistrats du parquet, scindés en différents services, et personnellement j'appartiens au service de la permanence majeure qui traite donc de toutes les infractions commises par les majeurs. Nous avons aussi un parquet des mineurs qui traite à la fois les infractions commises par les mineurs et sur les mineurs dans le cadre intrafamilial. Nous sommes au sein de ces 29 magistrats, 2 magistrats référents sur les violences conjugales, à proprement parler, même si l'ensemble des magistrats du parquet sont formés à la question des violences conjugales, c'est évident puisqu'on traite tous de ce sujet. Nous traitons en moyenne chaque année de plus en plus de plaintes et de procédures relatives aux violences conjugales. Pour l'année 2024, on est à plus de 4000 sur le tribunal judiciaire de Toulouse. Juste quelques chiffres sur le taux de réponse pénale. On est à peu près 60% de réponse pénale sur ces 4000 procédures, ce qui signifie tout de même que 40% font l'objet d'une décision de classement ensuite. Et je pense que notre enjeu à nous, qui arrivons en bout de chaîne sur la réponse pénale qu'on va apporter, c'est vraiment celui de la preuve. Parce que, évidemment, lorsqu'on a une victime qui se présente, la première réaction, ça va être de la croire. Jamais on va remettre en question ce qu'une victime va déclarer au service de police ou de gendarmerie. Et c'est effectivement important qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de lui dire « je vous crois », comme c'est le cas dans la pièce qui vous a été présentée. Mais notre enjeu à nous, parce qu'on vit dans une société démocratique, c'est d'engager des poursuites si les éléments de preuve sont évidemment suffisants. C'est l'enjeu des forces de l'ordre que de réussir à matérialiser les violences dont la personne se dit victime, puisqu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un uniquement sur la base de déclaration d'une victime. Il nous faut des éléments supplémentaires de contexte. Et ce qui est difficile dans les violences conjugales, c'est que c'est protéiforme. On a des violences économiques, des violences psychologiques, tout ce qui finalement ne se voit pas, puisque en réalité les coups, les violences physiques, c'est le bout de la chaîne, mais avant ça il y a tout un mécanisme qui se met en place, vous le savez, et tout ce mécanisme-là il est très difficile à prouver, là où les coups, on les constate médicalement, il y a des médecins qui sont là pour en attester, et c'est finalement on arrive presque un peu trop tard. En tout
tout cas à caractériser les faits. Donc notre enjeu c'est vraiment ça, et on travaille avec beaucoup d'associations, évidemment avec du côté des femmes, mais aussi France Victime qui est notre interlocuteur privilégié au quotidien. Et on a une double vision. D'abord la prise en charge de la victime, évidemment on en a beaucoup parlé, avec des évaluations des situations. On remet des téléphones grave danger, on en a 35 sur le tribunal judiciaire de Toulouse. Aujourd'hui on en a 34 attribués sur les 35 à l'heure actuelle, pour des situations vraiment très inquiétantes où la victime peut déclencher ce téléphone immédiatement avec une intervention prioritaire des forces de l'ordre. On peut aussi requérir des bracelets anti-rapprochement qui sont prononcés par les magistrats du siège. Et ça, ce sont pour les dispositifs de protection, mais surtout, notre enjeu à nous, et on en parle peut-être un peu moins, mais c'est une pierre angulaire, c'est la prise en charge des auteurs. Parce qu'en réalité, si on ne prend pas en charge les auteurs et qu'on ne prend en charge que les victimes, on ne traite qu'une partie du problème. Et notre enjeu, c'est aussi la prévention de la récidive. Je pense qu'il y a un sujet de prévention qui part dès l'éducatif, et la FPF notamment a pu l'indiquer, ils interviennent dans les établissements scolaires comme les associations. Ouais, dès le plus jeune âge, effectivement. Voilà, ça c'est le volet prévention, mais nous on a agi sur le volet réinsertion aussi, et donc on travaille avec beaucoup de partenaires, et notamment beaucoup d'associations, pour prendre en charge les auteurs de violences conjugales. On a notamment un dispositif qui s'appelle Préviction, qui permet, lorsque des poursuites sont engagées, d'évincer l'auteur du domicile, parce que c'est pas la victime de partir du domicile, mais bien l'auteur de violences conjugales, et donc de proposer à ces auteurs des logements en dehors du domicile familial pour prévenir la récidive, avec une prise en charge pluridisciplinaire, une réflexion sur les faits, etc. Voilà. Notre réponse pénale, elle est graduelle, et on ira pour le plus petit fait d'une réponse qui sera à visée pédagogique et éducative jusqu'à la répression selon les faits qu'on a à juger. 4000, c'est le chiffre important à retenir, en hausse, hélas, j'imagine. Oui, tout à fait. L'année précédente, en 2023, on était à 3700 à peu près, et 2024, on a passé les 4000 procédures sur le tribunal judiciaire de Toulouse. Vous parliez d'intervention et de témoignages aussi très protéiformes, c'est important ce mot aussi. Qu'en est-il aussi des rétractations? S'il y en a, comment on les gère ça psychologiquement, ces rétractations? Lorsque l'on est, vous l'avez dit très avec passion, vous l'avez dit, on est obligé d'écouter la personne, on la croit, cette personne. C'est valable aussi pour la question à l'ensemble des invités, mais se rétracter, ça arrive très souvent. Ça arrive très très régulièrement dans les procédures de violence conjugale, parce qu'on est dans un cheminement difficile et qu'on dénonce finalement la personne avec qui on partage sa vie. C'est compliqué de venir dénoncer ces faits et ensuite d'assumer la responsabilité de ce que les poursuites vont être engagées. Et en réalité, on dit régulièrement aux victimes que ce n'est pas de leur responsabilité ensuite les poursuites, puisque un retrait de plainte ne veut pas dire fin de la procédure, absolument pas. C'est le procureur de la République qui décide d'engager les poursuites ou pas à la fin. Et il arrive régulièrement que nous recevions des signalements, notamment du SDIS, qui nous alimente en signalement très régulièrement au quotidien, que nous envoyons ce signalement au service d'enquête, police, gendarmerie, qui vont traiter ce signalement, que la victime refuse d'être entendue à quelque moment que ce soit de la procédure, mais que par audition du voisinage, des proches, par une enquête extrêmement poussée, on puisse tout de même matérialiser des violences et que des poursuites soient engagées sans que jamais la victime n'ait pris part à cette procédure. Donc c'est effectivement une possibilité aussi, c'est plus compliqué, mais ça arrive régulièrement. Merci en tout cas. Alors, il nous reste, on va dire, un gros quart d'heure de questions-réponses avec le public. J'espère qu'il y a des questions. Emma va peut-être récupérer un micro pour vous donner la parole, et merci aussi de vous présenter au fur et à mesure. Des questions pour l'ensemble de nos invités sont très nombreuses et nombreux, donc autant profiter de leur présence pour peut-être poser des questions, de choses que vous avez vécues peut-être sur le terrain. Je parle pour nos amis sapeurs-pompiers ou pour les personnes autres ici. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Déjà. Oui, je sais. Donc, animateur présentation, c'est la première qui est la plus compliquée à poser, mais ça y est, on en a déjà une, ça va déclencher la suite. Bonjour. Bonjour, moi je fais partie du SDIS 31, je suis sous-officier à Toulouse. J'ai une question parce que vous parlez beaucoup de témoignages par l'écoute. Et là, comment dire, une personne par exemple qui veut se séparer, qui veut accuser son mari à tort,
vous voyez, de violence ou de choses comme ça, peut se servir aussi de ce genre de dénonciation. Comment vous arrivez-vous à faire la différence entre une personne qui est victime sans preuve, entre guillemets? C'est une bonne question. Qui va vouloir répondre à cette question? Compliqué, un peu ici, je vous en prie. On est dans une époque un peu où il y a un peu le tribunal médiatique, vous voyez, les réseaux sociaux, des choses comme ça, et on a déjà eu des cas où des personnes en instance de divorce, par exemple, étaient, le mari ou la femme peut-être était confronté à ce genre d'accusation. Et comment vous arrivez à faire cette séparation sans dire que ce sont des paroles d'évangile de la victime, soit de la femme, soit de l'homme? Je vais me permettre de répondre, puisque c'est finalement au stade judiciaire que le tri se fait, puisque c'est ce que je disais dans mon intervention, on n'engage pas de poursuite sans preuve. Le principe, c'est qu'on ne peut pas engager des poursuites et condamner quelqu'un sur la base unique des déclarations de l'autre personne. Donc ça va être l'intérêt de l'enquête que de venir confirmer ou infirmer les propos de la victime. Et effectivement, si ces propos sont complètement fantaisistes, que les investigations ne permettent pas de démontrer qu'effectivement il y a eu des violences de quelque nature que ce soit, eh bien le procureur de la République, à l'issue, prendra une décision de création sans suite. Mais évidemment, le principe, c'est que toute plainte pour des violences conjugales donne lieu à une enquête et donc viendra ou non affirmer les propos. Je rebondis sur ce que vient de... Docteur. Oui, juste une précision pour le médecin, madame, tu l'as dit, le médecin va se baser sur, va signaler des choses qui sont factuelles, qui vont permettre de produire de la preuve factuelle, ou alors remonter, mais sous précaution en disant voilà quel est le dire de la victime, de la personne que j'ai devant moi. Et si je prends la parole maintenant, c'est pour sensibiliser mes collègues qui sont des fois, on va dire, auteurs de signalement grâce à des dispositifs particuliers, d'être très prudent sur ça aussi. On ne remonte que des choses factuelles et on ne signale après que des dires de personnes, entre guillemets, ou en disant on m'a dit que, voilà, il faut absolument pas factualiser uniquement des paroles. On factualise un hématome, on factualise une douleur qui a été dite, on factualise un état dans l'appartement, mais on ne va pas plus loin. Et dans tout ce qui vous est rapporté, on prend le maximum de précautions et on ne se réfugie pas devant une petite fiche où on coche des cases en disant ceci, cela. Il faut être très prudent sur ça. Pardon, je faisais juste le rapport entre mon rôle de chef d'agré, où quand on est sur place, sur intervention, on n'est pas là pour mener une enquête, la personne peut nous parler, tout simplement, et bon, c'est difficile d'y croire, voilà, dans la situation. Il y a du ressenti, il y a de l'humain, il y a beaucoup de ressenti, et c'est toujours très compliqué, quoi. Être prudent, effectivement. Autre question pour nos invités. Monsieur tout là-haut, enfin le tour, oui, voilà. Parfait. Mais je vous en prie, vous avez un micro. L'association du côté des femmes peut intervenir, allez-y. Simplement apporter une petite précision. Je pense que c'est important de noter qu'il n'y a pas plus de dénonciation calomnieuse dans le cadre des violences sexistes et sexuelles et dans le cadre des violences conjugales que dans le cadre de tous les autres crimes et délits. C'est à hauteur de 6%. Et par contre, cette question de la crédibilité des femmes dans le cadre de ces dénonciations est souvent posée dans le cadre de ces crimes-là et de ces agressions-là. Et cela découle souvent de représentations, de préjugés que l'on a des femmes qui seraient manipulatrices, qui seraient vénales et qui peut-être vient d'une certaine manière poser un filtre sur la légitimité que l'on va donner à leurs paroles. Voilà, je pense que c'est important de déconstruire aussi tous ces préjugés et de se rappeler ces chiffres. Merci. Bonjour. 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 Donc déjà bonjour à tout le monde, à tous celles et ceux que je n'ai pas pu saluer. J'avais une question qui serait plutôt dirigée pour Mme Ruffet. Les mécanismes qui sont mis en place par les administrateurs pour remonter les informations. On a eu le cas de celui de Martine qui est sur le terrain, mais on a aussi les prises d'appel. Les prises d'appel au niveau du CTA CODIS, où je suis en poste actuellement, et souvent, par rapport à ce que disait le médecin aussi, on va se baser sur un ressenti, sur un simple appel, avec des suspicions, puisque nous on fait remonter une suspicion de violence conjugale ou de violence sur personnes vulnérables. Et
mais comme disait le médecin, bon, on se base par rapport à des faits, à du factuel, et là malheureusement on se base par rapport à un appel, et en plus à la sensibilité de l'opérateur ou de l'opératrice qui a pu prendre cet appel. Et c'est vraiment du ressenti personnel et c'est manodépendant. Et néanmoins, on se doit, basé sur l'article 40, de faire remonter ce ressenti. Qu'en est-il derrière? J'ai bien entendu que le procureur classe l'affaire ou pas selon les éléments, mais comment, la question était plutôt si on fait remonter quelque chose qui au final ne se retrouve pas être des violences ou ne donne pas lieu à une suite, est-ce que l'agent ou celui qui a fait remonter la plainte peut être attaquable? Bonne question. Voilà. Merci. C'est une très bonne question. Elle est double. Donc, comment c'est traité d'abord? Concrètement, c'est ma collègue et moi-même qui recevons ces signalements sur la boîte VIP du parquet de Toulouse et qui les traitons toutes les deux. Donc, on a une appréciation qui donc est homogène. On les traite au quotidien. Donc, par exemple, ce matin, on les traitait en arrivant. On les lit. L'idée, c'est que le signalement soit le plus complet possible, à savoir date et lieu des faits, si vous les avez, ou au moins date et lieu de l'appel, lieu de l'intervention déclenchée, identité, si possible, complète de la personne, avec nom, prénom et date de naissance, de l'appelant et ou de la victime, et simplement un descriptif de ce que l'agent a pu entendre au téléphone. Une fois qu'on les reçoit, on les passe au fichier. Donc on a des fichiers judiciaires qui nous permettent de vérifier si cette personne est déjà connue ou pas, en tant que victime et auteur. Et ensuite, selon l'adresse d'intervention, le signalement va constituer la première pièce d'une procédure et va être transmis sur nos instructions au service de police ou de gendarmerie compétent selon le lieu d'intervention. Et une enquête va avoir lieu systématiquement. C'est-à-dire que chaque signalement au titre de l'article 40 fait par le SDIS ou toute autre institution donne lieu à ouverture d'enquête sur directive du procureur de la République. Et ensuite, les services de police et de gendarmerie vont prendre leur téléphone ou se rendre au domicile, ou d'abord vérifier s'il n'y a pas eu une intervention, parce que souvent il y a un doublon et qu'il y a eu une intervention en même temps police, secours ou gendarmerie sur place. Et soit le signalement sera joint à une enquête qui est déjà ouverte, soit il donnera lieu à une enquête. Mais quand bien même l'enquête sera classée à la fin, ce qui peut arriver, parce que la victime peut dire finalement non, c'est une incompréhension, il n'y a pas eu de violence conjugale et ça peut arriver. Même si ce dossier est classé, bien évidemment, jamais on ne viendra mettre en cause la responsabilité de la personne qui a signalé, ou bien au contraire. Je pense que c'est important de signaler, alors bien évidemment tout en évitant l'ouverture de parapluie aussi, mais l'idée c'est de faire preuve effectivement de raison dans le signalement, mais que ce signalement, et je tiens à le préciser, soit le plus précis possible, et comme le disait le médecin tout à l'heure, le plus factuel, vraiment sur des éléments factuels et pas sur du ressenti justement, mais sur ce qu'on a entendu au téléphone, sur ce que la personne a pu dire, mais pas sur du ressenti. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour madame, si je vous vois tout à fait au fond, et merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, moi je suis Laura Boisvert da Silva, je suis sapeur-pompier au centre de Buchans, à Ramonville. Et ma question c'était de savoir comment inciter une personne victime de violence, que ce soit intrafamiliale, conjugale, de viol, d'agression sexuelle, à en parler lorsque l'on sait que s'il n'y a pas de preuve, dans 3 quarts du temps, il n'y aura pas de poursuite, sachant qu'en général, les agresseurs font les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de preuve. Donc, quelle est la réelle motivation à faire un signalement? D'accord. Alors, question très large. Qui peut répondre? En fait, c'est comment accompagner les personnes peut-être qui minimisent aussi peut-être le fait et qui ont du mal à s'exprimer. C'est ça l'idée, hein, l'écoute. C'est surtout qu'une personne qui vit ça et qui n'a pas de preuve va souvent dire je laisse tomber. Je laisse tomber. Je ne serai pas écoutée. Donc, comment inciter une personne? Bien sûr. La police nationale.
Après, juste une chose dans ces cas-là. Collez bien votre micro. Oui, juste une chose dans ces cas-là, la personne se dit pour mon dossier, j'ai aucune preuve. Mais je pense que le fait de signaler au commissariat ou au procureur, ou même sur des portails de signalement, va permettre de laisser une trace. Et il y a la possibilité que ça serve à la fois pour cette victime, mais également dans un autre dossier. Parce que la personne victime ne va pas avoir de preuves dans son dossier, mais avec le nom du mis en cause, peut-être qu'au commissariat, il y a déjà 2-3 autres dossiers contre cette personne, et qu'on est capable ensuite de faire des liens là-dessus, de créer un même dossier. Voilà, c'est ce que j'avais là-dessus, mais qui peut être un réflexe. Nous, on a des fichiers qu'on garde longtemps, et on va avoir un fait qui va tomber à un moment. Le fait de voir que 2 ans avant, il y avait une plainte sur ce même individu, même si elle a été classée, ça peut nous laisser penser qu'il faut creuser le nouveau dossier qui arrive. Nicolas Mambella. Oui. C'est une excellente question. C'est pas si simple que ça d'accompagner une personne qui exprime ça. Cependant, quand elle se raconte, en fait, la question d'entrée qu'elle pose, elle dit voilà, il n'y a pas de preuve. Concrètement, quand on tire un peu la ficelle de ce qu'elle peut vivre et de ce qu'elle peut raconter, finalement, en fait, il y en a. Et par exemple, j'en profite pour parler d'un dispositif qui existe, en tout cas, et d'un outil qui existe, qui s'appelle Mémo de vie, qui est en fait un outil numérique informatique où les personnes en fait, qui vivent ces violences-là, alors justement, en couple où il n'y a personne qui regarde, c'est-à-dire en imaginant potentiellement qu'il n'y a pas de preuve et que personne n'a vu ni entendu ce qui s'est passé, cet outil numérique-là, en fait, on peut s'inscrire, vous pouvez essayer chacun de vous ici pour voir comment il fonctionne, c'est Mémo de vie sur Internet, c'est très facile à trouver. On s'inscrit, on crée une session, et en fait, les personnes victimes vont pouvoir créer une session et agrémenter en fait ce site-là comme une base de données un peu à elles sécurisée, et avec des échanges, des insultes qu'elles ont pu vivre à tel instant de leur parcours, de leur vie, mettre aussi leur carte d'identité par exemple, vous voyez, loger en fait tout un tas de choses dans ce site-là pour venir le sécuriser, et ensuite après, donc pour tout ce qui est violences économiques, les violences administratives, pouvoir retrouver leurs papiers tout simplement, parce que c'est aussi une violence qui existe, et même des tirs et des choses qu'elles ont subies en fait durant ce parcours-là. Elles ont collecté des informations là-dedans qui vont pouvoir être mises après sur la question des preuves en fait. On peut sortir ces éléments-là pour après les utiliser comme des potentielles preuves. Voilà. Et ça aide aussi ces personnes souvent qui sont prises dans le vécu violent, et donc quand elles vont se raconter, peuvent oublier en fait, ou peuvent ne plus se souvenir à quel instant c'est arrivé, comment ça a été dit. Ben voilà, si elles arrivent à utiliser cet outil-là, ça crée quand même des comptes rendus de ce qui a pu se passer assez tangible et factuel. Voilà. Donc c'est un outil de plus pour ces personnes. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste de m'en compléter effectivement sur la question de la preuve, c'est souvent un sujet d'angoisse pour les femmes qu'on peut recevoir ou qu'on peut écouter. Nous, on peut faire des préparations, on peut les aider à préparer leur plainte, et au mieux la plainte sera préparée, et au mieux elle pourra être prise en compte ensuite éventuellement par la justice. Et oui, effectivement, Mémo de vie, c'est un outil qu'on recommande très souvent, donc avec à la fois le coffre-fort numérique dont vous parlez qui permet d'enregistrer, de sécuriser des pièces, ça peut être des cartes d'identité, mais ça peut être aussi par exemple des ordonnances, des attestations de médecins, voilà, tout document qui pourrait servir à venir alimenter ce faisceau d'indices sur la question de la preuve, et qui pourrait être éventuellement confisqué par l'agresseur aussi. Et la partie donc raconter son vécu avec un journal de bord qui peut être rempli pour le passé ou rempli au jour le jour. Et aujourd'hui, les forces de l'ordre, dans le cadre d'un dépôt de plainte, peuvent éventuellement extraire les données de Mémo de vie si la victime le souhaite, et pour venir alimenter ce faisceau d'indices sur les violences psychologiques. C'est vraiment un outil très important. Et le corps médical, ne l'oublions pas, peut-être docteur, une réaction qui est aussi à l'écoute, et peut-être pour, je veux dire, amplifier, être aussi quelque part le porte-parole de ces gens qui, peut-être ces personnes qui minimisent aussi, il y en a beaucoup qui minimisent. Oui, bien sûr, le médecin peut être une porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure, une des multiples portes d'entrée, et qu'il ne faut pas négliger, en tout cas que lui, en tant que professionnel de santé, ne doit pas négliger comme étant une de ses portes d'entrée, éventuellement en étant un peu incitateur sur ce qui peut se passer. Et puis, dans le deuxième temps, comme vous l'avez dit, il peut être producteur
d'attestation ou de certificat que la personne va corriger, qu'elle peut mettre effectivement sur les mots de vie pour préparer quand la situation commence à se tendre vraiment et qu'on se dit qu'à tout moment on peut être amené à quitter même le domicile familial, hein, avec là aussi des politiques qui peuvent être aidants par rapport notamment au niveau financier, et sur les mots de vie, comme ça a été dit, la victime peut engranger tout un tas de documents qui lui permettent de repartir sur une situation, on va dire, administrative et pas entièrement à découvert de toutes les pièces qui pourraient l'aider à continuer à avoir une vie à peu près normale, ou en tout cas à récupérer quelque chose. Donc le médecin, oui, effectivement, pour produire ça. On n'en fait rien pour le moment, mais je constate tel jour que j'ai constaté ça et ça et ça. On met ça, on empile ce genre de choses, et puis ça ressort à un moment si jamais il y en a besoin, tout en gardant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on est très factuel, si on nous rapporte des propos, on ne fait que rapporter des propos, et c'est comme ça qu'on le signale. Merci docteur. On a 1, 2, 3, oulala. On va accélérer un peu le mouvement, mais ça y est, la parole circule, c'est très bien. Bonjour, je ne sais plus quel micro maintenant, c'est tout là-haut, 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 je crois que le premier, avant la personne qui a levé la main, est tout à fait en haut. Bonjour. Bonjour, Joël Berton, le Centre Secours de Cadouane. Je voudrais revenir sur la réponse du capitaine de police et pour les forces de l'ordre de la gendarmerie et madame la procureure. J'ai entendu qu'il y a plusieurs plaintes qui sont déposées sans suite et que les signalements sont notés. Et vu les médias qui reportent plein de situations, comme quoi il y a eu plusieurs plaintes déposées pour violence conjugale ou autre violence, et à un moment donné on arrive au drame et que la personne elle décède et que les forces de l'ordre au parquet, comment ça se passe quoi? Parce que les signalements sont faits et puis à la fin on arrive au drame quoi. Et que alors que vous aviez eu connaissance qu'il y a eu des violences et qu'il n'y a pas de suite qui est donnée. Merci pour votre question. Les ensuite, c'est ça? Excusez-moi. Ça marche, ça marche. Oui, je voulais juste donner une précision sur mes propos tout à l'heure. Moi, je partais dans l'idée qu'on avait plusieurs dossiers, mais pas sur la même victime. Après, c'est un autre cas, comme c'est une même victime qui va déposer plusieurs plaintes. Moi, je partais vraiment dans l'idée pas des violences conjugales, d'un fait d'agression où on n'avait aucune preuve, et sur le fait qu'après, on pouvait avoir d'autres personnes victimes du même agresseur, mais voilà, je ne partais pas, comme vous nous avez dit, d'une personne avec une récurrence d'agression dans un couple ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. Si j'ai bien compris, vous faites remonter les informations, et est-ce qu'au niveau de la magistrature, s'il y a plusieurs plaintes déposées pour la même personne, sans suite, et s'il arrive un drame, comment ça se fait que... Alors concrètement, quand on va prendre en compte une procédure pour des violences conjugales, donc nous on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'on va apprécier s'il y a suffisamment d'éléments ou pas. Et notre réponse, elle sera aussi prise à la lumière des fichiers que l'on peut avoir, du casier judiciaire et des antécédents et des classements sans suite qui ont pu précédemment avoir lieu. Et évidemment, lorsque on va prendre une plainte, on va examiner une procédure et qu'on va se rendre compte qu'il y a déjà eu 4 plaintes ou 5 plaintes précédemment classées de la même victime qui met en cause le même auteur, ben là, il y a beaucoup de warnings qui vont s'allumer et on va se dire peut-être que ça mérite de creuser les investigations. Et de vérifier plus de choses, de faire une enquête d'environnement plus poussée, de faire peut-être une perquisition pour trouver des fichiers informatiques. Enfin, voilà. L'idée, c'est effectivement que l'enquête, elle s'adapte aussi aux antécédents. Après, je ne peux pas vous dire que on n'est pas... Notre rôle à nous, c'est la répression, c'est pas forcément la prévention sur le volet justice en tout cas. Et malheureusement, on ne peut pas empêcher les drames non plus, c'est notre objectif, hein, mais on ne peut pas toujours les empêcher, et ça arrive parfois effectivement que certaines situations arrivent à des drames, mais je tiens tout de même à rappeler que dans beaucoup de dossiers d'homicides conjugaux, souvent ça arrive que la famille ne soit absolument pas connue et qu'il n'y ait pas eu de plainte au préalable. Il y a aussi parfois des dossiers où c'est le cas, mais pas toujours. Voilà.
Gendarme Bonnat, vous voulez peut-être réagir, vous. Merci. La difficulté aussi dans les situations de victimes qui sont victimes, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, à répétition du même auteur, d'où l'intérêt du partenariat dans le travail. C'est à un moment, mais c'est très bien illustré dans la pièce, avec des victimes qui vont signaler, qui vont déposer plainte, les pompiers qui interviennent, nous les collègues qui vont être sollicités par les voisins. Il y a un dépôt de plainte, les preuves dans un premier temps sont faibles ou limites, donc effectivement on est sur un classement, mais on a aussi toute la psychologie de la victime qui ne va pas forcément prendre la mesure de la gravité, et on ne peut pas l'obliger à quitter le domicile. On peut pas, le parquet va prendre des décisions avec des interdictions aux conjoints de se présenter au domicile, interdiction de contact, et nous, ça nous est arrivé dans nos situations, avec des victimes qui nous disent mais c'est pas possible, je l'aime. Le parquet interdit, et la victime accueille à son domicile son agresseur. Donc malheureusement, on a des situations où effectivement un cumul de plaintes va arriver jusqu'au drame, parce qu'il y a tout ce parcours, cette difficulté où on a le ressenti de la victime, où on le prend comme ça, où effectivement elle subit des choses, mais l'élément de preuve n'est pas suffisant. Et l'emprise qui va être du conjoint, où malheureusement on va arriver à des drames, alors qu'on va dire mais tout le monde savait. Tout le monde savait, mais c'est cette difficulté-là. Et nous, quand on a les victimes au téléphone, c'est justement travailler sur cette prise de conscience en les renvoyant vers les institutionnels ou les associatifs pour leur faire prendre conscience. Il y a ces idées reçues d'une femme qui va être coupée de son environnement, qui va aller jusqu'à l'empêcher de travailler. Donc elle est totalement soumise et sous l'emprise financière de son conjoint. Elle ne peut pas partir. Je ne peux pas partir, j'ai pas d'argent, j'ai pas moyen. On a c'est là le partenariat vers les associations et vers les CCAS des différentes communes. Mais malheureusement, on essaye. On fait de notre mieux. Force de l'ordre, parce que nous, on est tenu par l'élément de preuve du code pénal. Le parquet, parce que le ressenti n'est pas un élément de preuve. Du moment qu'il y a preuve, il y a sanction. Mais les sanctions, nous, le travail aussi au niveau des victimes, c'est la crainte des victimes qui ne veulent pas déposer plainte parce qu'elles ne veulent pas l'envoyer en prison. Donc nous leur dire, rassurez-vous, il ne va pas partir à 16. Après, on fait attention à ce qu'on dit quand même, en fonction des faits. Mais pour des insultes à répétition, même si ça fait 3 ans que ça dure, quand il n'y a que... Voilà, on essaye de les rassurer comme ça. Je vous avoue que des fois, ça permet de les amener jusqu'à un dépôt de plainte. Puisque nous, notre objectif, c'est quand même qu'à un moment, le conjoint violent soit amené dans le circuit judiciaire pour que ça laisse une trace. Mais on ne peut pas malheureusement... si on avait la recette miracle, pour essayer d'être sûr d'éviter les féminicides et une aggravation des situations, on serait ravis. Merci. Autre question. Ça va descendre après le micro. Qui a levé la main en haut? Voilà. Emma, après, ce sera juste au 3e rang. Merci beaucoup. Bonjour, capitaine Ducroux du service prévention. J'avais une question sur la justice restaurative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement et surtout comment vous arrivez à motiver d'anciennes victimes de se confronter avec d'anciens agresseurs? Il faut dissocier, il y a deux accompagnements possibles dans la justice restaurative, qui sont la médiation restaurative, où là du coup il va y avoir une victime qui va enclencher, qui va demander un suivi sur de la médiation restaurative et qui va être rencontrée. Donc nous, en France Victime par exemple, il y a 3 juristes qui sont formés à la justice restaurative. Et donc la médiation restaurative, ça va être
un accompagnement individuel au départ avec la victime. Si à un moment donné, il y a une volonté de rencontrer son auteur, on peut se mettre en contact avec son auteur, et là un travail va se mettre en place avec l'auteur pour essayer de voir si finalement tout ça est compatible. Mais il faut avoir en tête que la justice restaurative, la question de la rencontre n'est pas forcément une finalité. C'est vraiment la question de l'accompagnement à la fois de la victime et de l'auteur, et si voilà, la réflexion était suffisante d'un côté comme de l'autre, on peut imaginer une rencontre. Et ensuite, il y a donc les groupes de justice restaurative qui sont là, qui sont menés, c'est des groupes. Tout le monde a peut-être vu, beaucoup ont vu le film certainement sur la justice restaurative. Et donc là, vraiment, ça se passe ainsi. On travaille avec donc, des victimes qui sont volontaires pour travailler. Et nous, on a des demandes de victimes, pas forcément besoin de les motiver. Ces victimes qui, dans leur parcours, dans leur cheminement, à un moment donné, vont avoir besoin de pouvoir mettre au travail cette question-là et pourquoi pas, à un moment donné, imaginer une rencontre possible. Donc, et la question du travail sur les groupes, donc on va avoir un groupe de victimes avec une problématique qui est similaire, et on va travailler en fait, avec elles pour les préparer en fait, à la rencontre finale. Et on va avoir donc un groupe d'auteurs qui sont volontaires également. Donc pour les auteurs, il peut y avoir des auteurs qui ont fini de purger leur peine, mais il peut y avoir des détenus aussi toujours incarcérés. Et en fait, l'important de signaler, c'est que s'ils participent, les auteurs ou les détenus, ça n'a aucune incidence sur la peine et sur le jugement derrière. Donc c'est vraiment une démarche volontaire. Et donc le travail qui se fait avec les victimes se fait aussi avec les auteurs. Donc nous, on est en lien avec le SPIP sur cette question-là. Donc France Victime côté victime et le SPIP côté auteur. Et donc on va préparer chaque personne en fait et amener voilà, voir comment le positionnement de chacun, voir si les personnes sont aptes finalement à assurer et à assumer cette rencontre-là. Et donc à terme finalement une rencontre en groupe se met en place. Là, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas les auteurs et les victimes de la même infraction. D'accord ? Donc là c'est vraiment séparé. Voilà. Mais très belle justice, magnifique justice même, nous on porte ça vraiment, on y croit vraiment beaucoup, mais très peu de moyens aujourd'hui qui nous sont alloués pour faire cette justice-là. Il est vrai que cette justice-là a un coût, par exemple l'accompagnement, là je dis en groupe, jusqu'à la rencontre, c'est une justice qui se mène sur 6 à 8 mois, d'accord, avec 3 professionnels engagés côté France Victime, des professionnels engagés du SPIP, avec 8 personnes qui vont se rencontrer à la fin, auteurs et voilà. Donc c'est pour dénoncer un peu, c'est une justice qui coûte cher, mais qui a un réel intérêt sociétal à mon avis, où on peut créer des contextes suffisamment sécures pour que les gens continuent à échanger sur vraiment des sujets à la base qui les ont opposés complètement et qui les ont détruits chacun. Donc voilà, nous on porte ça très, voilà, on croit en ça, mais un peu sur nos deniers, et donc mais j'espère qu'un jour on pourra effectivement avoir des subventions claires sur ça et pouvoir flécher un accompagnement sur ça. Merci Nicolas. Ah, vous voulez réagir? Sonia. Je voudrais ajouter quelque chose. Ma philosophie, c'est que c'est un problème systémique. Idéalement, il faudrait traiter l'auteur, la victime et les enfants. Et on a eu l'occasion en décembre dernier de présenter la pièce à 50 détenus. À Val-de-Reuil, c'est le plus grand centre de détention d'Europe, paraît-il. Et on avait 50 détenus auteurs d'homicide ou de féminicide. Donc la pièce a eu lieu, très attentif, leur corps bougeait pas mal parce que ça devait les travailler certainement. Et lors d'échanges, en fait, nous ont beaucoup questionné sur la gestion de la violence et les émotions. Et surtout, en fait, 90% des détenus avaient été témoins gamins. Donc c'est en ça que je me dis qu'il faudrait peut-être s'en occuper. Par exemple, dans 78, c'est 1 an d'attente pour un enfant qui a été victime, qui a été du moins témoin et donc qui est une victime, pour être vu par un psychologue en CMP. Donc idéalement, si on a une baguette magique, un maximum de psychotraumatologues pour leur éviter après de passer par la case prison et qui est autant grave. Merci. C'est bon. Rapidement, on va encore 2 questions et on va être obligé de se quitter. Bonjour. Bonjour, Régis de Justice 31. Petite question côté preuve. Est-ce que les personnes, si elles ont un enregistrement audio, des disputes ou autre, un film à caméra cachée par exemple, peut être utilisé par la justice? Bonne question. C'est une très bonne question, absolument. C'est-à-dire qu'on distingue dans le droit la justice civile et la justice pénale. La justice civile, elle est liée par la loyauté de la preuve, ce qui n'est absolument pas le cas au pénal. Donc nous, quand on va faire une enquête,
toutes les preuves sont admissibles. Il y a une liberté totale de la preuve, ce qui signifie qu'un enregistrement fait à l'insu de l'auteur par la victime constitue un mode de preuve, et un mode de preuve qui est en réalité très souvent incontestable, c'est-à-dire que ce sont des paroles où on entend parfois des coups sur un audio, donc effectivement c'est totalement recevable devant le tribunal, et le tribunal fait le choix d'accorder à chaque preuve la force probante qu'il estime nécessaire. Donc c'est vraiment une liberté d'appréciation du juge et du tribunal. Je fais un parallèle. Oui, allez-y. Oui, parce qu'on pourrait du coup conseiller ces personnes qui ont du mal à avoir des preuves, d'essayer de leur proposer de faire ça, si elles n'y pensent pas. Voilà. Après, bien évidemment, c'est une possibilité. Il ne faut pas non plus que ce soit un mode quotidien. C'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est pas non plus effectivement d'amener à une dispute dans la perspective d'enregistrer des violences à un moment donné. Donc, le donner en conseil, c'est peut-être pas très prudent, mais on a parfois des situations où la victime arrive avec des enregistrements qu'elle a pu déclencher. Et je rebondis sur les réseaux sociaux en une phrase, c'est un vaste débat, qui peut servir, effectivement les réseaux sociaux qui peuvent servir aussi de promotion très positive justement contre ces violences faites aux femmes, mais aussi, on va dire, c'est quelque chose de très compliqué aussi. Est-ce qu'on peut venir avec des preuves de réseaux sociaux? Alexandre, dans la pièce, si mes souvenirs sont bons, lui demande d'effacer toutes ses photos. C'est des choses qu'on peut... Absolument, oui, des captures d'écran. Nous, un des éléments qui souvent permet de caractériser notamment du harcèlement conjugal ou des appels téléphoniques malveillants, qui sont deux infractions distinctes, ça va être que la victime vienne avec son téléphone et on va faire des captures d'écran du journal d'appel, des messages insultants, du harcèlement que la victime peut subir au quotidien. Et ça, ce sont des éléments qui, parfois, par les victimes, sont enregistrés dans l'application de mémo de vie et qui sont là aussi assez incontestables. Hein. C'est-à-dire que quand on a des centaines de messages insultants, ben, ça caractérise des violences psychologiques. Et du harcèlement, effectivement. Bonjour. Bonjour, Nathalie Turpin, Justice 31. Je voulais revenir sur les mesures préventives, notamment dans les contextes familiaux violents, avec des auteurs violents. Donc on parle aujourd'hui, heureusement, certaines associations sur la prise en charge des victimes. Mais effectivement, je trouve que ce que vous disiez tout à l'heure, la prise en charge de l'auteur, de l'autrice, peu importe, est aussi important. Et aujourd'hui, quelles sont les mesures préventives? Est-ce que par exemple un suivi psychologique imposé ou quelque chose, une prise en compte en tout cas de ces auteurs, puisque effectivement c'est la récidive de certains codes qu'ils ont eux-mêmes reçus. Quelles sont réellement, concrètement, les mesures qui sont mises en place pour y répondre? Alors, dans la réponse pénale, on a différents grades selon la gravité des faits qu'on traite. Le premier grade de réponse pénale, ce sera ce qu'on appelle une alternative aux poursuites pour des faits de faible gravité, hein. Un acte isolé de violence au sein du couple. Donc on va faire ce qu'on appelle une alternative aux poursuites et la personne sera convoquée devant un délégué du procureur, donc une personne qui est habilitée par la justice pour lui notifier l'obligation souvent d'accomplir un stage de responsabilisation aux auteurs de violences conjugales. C'est un stage sur le tribunal judiciaire de Toulouse qui dure 1 jour et demi, qui amène 10 à 12 personnes à se réunir auprès d'une association et qui va faire finalement de la prévention essentiellement, hein, sur rappeler ce qu'est une violence, que la violence n'est pas forcément que physique, et donner des clés, si possible, à ces personnes sur comment on réagit finalement quand on se trouve face à un trop plein d'émotions. Bah, finalement, on tourne les talons, on sort, on va prendre l'air plutôt que de prendre la main et de la lever. Donc ça, c'est le premier grade de réponse pénale. On en fait à peu près 1000 sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse par an. Donc c'est vous dire le nombre de personnes que ça représente. La seconde réponse, ce sera ce qu'on appelle des accompagnements socio-éducatifs, qu'on appelle souvent le sursis probatoire, avec des obligations, c'est-à-dire que la personne aura une peine d'emprisonnement au-dessus de la tête, à charge pour elle de respecter un certain nombre d'obligations pendant un délai qui est fixé par la justice, avec notamment des obligations de soins, des interdictions de contact ou de paraître au domicile de la victime, la possibilité d'être prise en charge par l'association dont je parlais tout à l'heure, qui est l'UCRM, que je pense que certains connaissent, qui va proposer une prise en charge médico-psychologique à l'auteur, avec la nécessité de le faire réfléchir sur le contexte du passage à l'acte. Ça, ce sont vraiment nos réponses pénales, on va dire, de faible intensité à moyenne intensité, et dès qu'on en est à de l'intensité bien plus importante ou à une répétition, on sera plutôt sur des comparutions immédiates avec
la question de l'incarcération, parce qu'il y a un stade où on se dit finalement comment protéger la société et la victime, c'est mettre en dehors de la société cette personne. Mais en détention, il y a aussi de la prévention et de la réflexion qui est menée par l'équipe, y compris à la maison d'arrêt. Merci à vous. Merci à vous pour vos questions. On va être obligé de se quitter. Effectivement, la conversation et les échanges pourront peut-être continuer en off, comme on dit communément, dans quelques petites minutes. Moi, j'aimerais que l'on remercie avec des applaudissements, s'il vous plaît, le capitaine Johan Droguet, mais aussi la gendarme Dominique Paul, la gendarme Nicolas Andéa pour l'association France Victimes, Léonard Chéret, qui a été équipé constitutionnellement, mais c'était prévu, et Laura Lagnon. On garde des applaudissements, s'il vous plaît, pour le docteur, merci docteur Thierry Dumont, Sonia Aya, bien sûr, et Madeline Tinière, lieutenant Mathilde Hébert, merci pour votre témoignage, un grand merci à Mme Morisson pour votre belle expertise. Merci infiniment. Merci monsieur le directeur pour votre confiance une nouvelle fois. Merci monsieur Leguet pour votre confiance. Et puis prenez soin de vous et de vos proches, bien sûr, comme on dit communément. Et le débat peut continuer dans quelques petites secondes, j'en suis persuadé. Merci infiniment. Une belle journée.